Ma femme et sa famille m'ont humilié en me laissant dehors en plein ouragan en criant « Haine-moi-toi, parasite inutile !» Je suis parti, anéanti. Quelques jours plus tard, plus de 60 messages désespérés ont inondé mon téléphone, me suppliant de revenir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Ton soutien signifie tout pour nous. Si cette histoire te paraît intéressante, laisse-nous un like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu es. Écris-nous le nom de ta ville dans les commentaires. Commençons maintenant l'histoire. Je m'appelle Matteo Sanchez, architecte de profession. Un homme qui, jusqu'il y a peu, se considérait patient, peut-être trop. À 42 ans, j'avais réussi à construire une vie que je jugeais stable. Un cabinet d'architecture qui, sans me rendre millionnaire, me permettait de vivre bien et avec une certaine aisance. La maison où j'habitais, dans un quartier tranquille de Veracruz près de la côte, mais assez en hauteur pour éviter les inondations fréquentes, était ma fierté. Chaque brique, chaque détail de la conception était le fruit de mes années de travail et d'économie, achetées bien avant le bouleversement que je vais raconter. J'étais marié avec Sofia, nous étions ensemble depuis 10 ans, et je dois l'admettre, les 7 premières années furent bonnes, pleines de rêves partagés et de complicité. Mais le château de cartes commença à vaciller il y a 3 ans, quand mes beaux-parents, Donia Remedio et Don Gennaro, se présentèrent à notre porte, mine longue et valise à la main, racontant un revers économique jamais très clair. La réalité, que je découvrirai plus tard, était que les dettes de jeu de Don Gennaro et la mauvaise gestion de Donia Remedio les avaient menés au bord de la ruine. Ils s'installèrent temporairement dans une chambre d'amis. Peu après, comme une plaie biblique, Ricardo, mon beau-frère, frère cadet de Sofia, nous rejoignit, un fainéant de 30 ans qui venait de perdre son énième emploi par irresponsabilité. Le mot « temporairement » devint une mauvaise blague. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Donia Remedio, une femme d'une 60aine d'années au regard capable de trouver un défaut à chacun de mes gestes, commença à donner des conseils sur la façon dont Sofia devait tenir la maison, sur mes horaires de travail et même sur la décoration que nous avions choisie avec soin. Don Gennaro, du même âge, plus passif mais tout aussi pesant, passait la journée devant la télé, le volume insupportable, n'ouvrant la bouche que pour se plaindre de la nourriture ou me donner des conseils non sollicités sur la manière dont un vrai homme devrait investir son argent, alors qu'il avait perdu le sien. Ricardo, de son côté, transforma mon bureau, l'espace où je concevais mes projets, en son antre personnel, l'encombrant de consoles de jeux et d'un désordre qui sabotait ma paix mentale. Ses projets d'affaires, toujours sur le point de décoller pour le rendre milliardaire, ne dépassaient jamais vaines idées par lesquelles il cherchait à me soutirer de l'argent. Un petit prêt, beau-frère, pour démarrer, je te le rends au double dans un mois, répétait-il. J'essayais de parler à Sofia à plusieurs reprises. Au début, elle semblait me comprendre, promettant de leur parler, mais ces conversations, si elles existaient, restaient sans effet. Avec le temps, sa posture changea. « Hé, Matteo, mon amour, ce sont mes parents, que veux-tu que je fasse ? Sois patient, s'il te plaît, soupirait-elle, plus résignée qu'empathique envers moi. Pire encore, Ricardo a juste besoin d'un petit coup de pouce, tu verras, il va se reprendre. » Elle s'était rangée du côté de sa famille, ou peut-être avait-elle choisi la voie la plus facile en évitant de les confronter. La tension à la maison était un monstre invisible qui grossissait chaque jour. Je commençais à remarquer que de petites sommes disparaissaient de notre compte commun dédié aux dépenses du foyer. Par excès de confiance, absorbé par le travail et les besoins croissants de 5 adultes, j'avais laissé Sofia le gérer trop librement. Ses explications restaient vagues. Des frais imprévus de maman, un médicament urgent pour papa. Moi, dans ma bêtise, voulant préserver la paix, je faisais semblant de la croire, même si un doute acéré me transperçait de plus en plus. Le calme qui régnait autrefois chez moi s'était changé en fine couche de glace sur une mer de ressentiment, et je marchais dessus en pressentant qu'elle se briserait bientôt. La cohabitation forcée devint une lente torture chinoise. Les suggestions de Donia Remedio se transformèrent en critiques ouvertes, souvent jetées comme des fléchettes empoisonnées pendant le dîner ou, pire, devant des invités, me faisant passer pour un incapable chez moi. Toujours avec cette voiture, Matteo ? Un architecte de ton prestige devrait viser plus haut, tu ne crois pas ? Lâchait-elle, un petit sourire aux lèvres. Ou se tournant vers Sofia mais en me regardant du coin de l'œil. Ma chérie, ce ragoût est un peu salé, c'est sûrement parce que Matteo te met trop de pression avec les dépenses. Chaque remarque était une goutte chinoise sapant ma patience. Ricardo, le parasite majeur, avait monté d'un cran ses provocations. Il empruntait ma voiture sans permission, la ramenait avec le réservoir vide, pleine d'emballages de fast-food, et une fois avec un léger accroc au pare-choc qu'il n'avait pas vu. Quand je le confrontai, il haussa les épaules. « Bah, beau-frère, ne fais pas un drame pour si peu, c'est bon pour le moteur de rouler. » Sofia, fidèle à son habitude, minimisa. « J'ai parlé avec lui, Matteo, ça ne se reproduira plus, ne dramatise pas. » Mais cela se reproduisait toujours. Don Gennaro, de son côté, avait développé une nouvelle passion, me demander des prêts pour des investissements sûrs,
conseillé par un ami très fiable, des sommes entre 5 et 10 000 pesos. Connaissant son passif, même si je n'en mesurais pas encore l'ampleur, je refusais poliment. Cela valait à Donia Remedio de me fusiller du regard des jours durant, et à Don Gennaro de soupirer théâtralement chaque fois qu'il me voyait, comme si j'étais responsable de ses malheurs. L'atmosphère était irrespirable. Mes disputes avec Sofia au sujet de nos finances devenaient fréquentes. Je voyais les dépenses exploser, le compte à peine suffire jusqu'à la fin du mois malgré mes revenus constants. Elle pleurait, m'accusait de méfiance, de ne pas aimer sa famille. Ils ont tout perdu, Matteo, sois un peu compatissant. Et moi, idiot, je cédais encore et encore, avalant mes soupçons et frustrations. Mais le doute d'un détournement plus grand, voire d'un pillage de nos économies, se changeait en quasi-certitude dans mon esprit. Je savais que je devais enquêter, mais je ne trouvais pas le moment, ou peut-être pas le courage d'affronter la vérité redoutée. C'est alors que les infos parlèrent de l'ouragan Ophelia, un monstre de catégorie 4 fonçant droit sur la côte de Veracruz. Les images satellites étaient terrifiantes. Les autorités lançaient des alertes, conseillaient de sécuriser les maisons et même d'évacuer les zones vulnérables. Bien que ma maison fût solide et située en zone relativement sûre, la prudence dictait des mesures extrêmes. Je proposais de clouer des planches aux fenêtres, d'acheter des vivres supplémentaires et même d'aller dans un abri ou chez ma sœur à Xalapa, plus à l'intérieur des terres. La réaction de ma belle famille fut prévisible, la moquerie. « Eh, Matteo, comme tu exagères !» Toujours avoir le côté négatif, lança Donia Remedio en se vernissant les ongles. Ricardo éclata de rire. Le beau-frère a peur que ses petits plans se mouillent. Ne t'inquiète pas, architecte, ces maisons tiennent. Et où serions-nous mieux qu'ici avec toutes nos affaires? Sofia, influencée par ce triumvirat, me regarda avec agacement. Mon amour, tu exagères. On a déjà vécu d'autres tempêtes, ce n'était pas si grave. Malgré leur indifférence, je commençais quand même à sécuriser les fenêtres du rez-de-chaussée, mais Donia Remedio intervint. Ne mets pas ces planches, Matteo, c'est affreux, ça gâche la façade. Et comment allons-nous regarder dehors? Ricardo fit, accidentellement, tomber ma boîte à outils et le marteau disparut mystérieusement. Je sentis une vague d'impuissance et de rage. J'étais seul, entouré de gens qui, non contents de ne pas aider, semblaient prendre plaisir à saboter mes efforts. Notre voisine Carmen, depuis sa fenêtre d'en face, observait tout, parlant au téléphone en me montrant du doigt, sûrement en train de commenter à une comadre à quel point l'architecte Sanchez était agité. La vraie tempête approchait, mais celle dans mon foyer avait déjà levé ses premiers vents ouraganesques. Je pressentais qu'un mal bien pire que la colère de la nature allait arriver. Le jour où Ophelia décida de déchaîner sa fureur sur Veracruz, le ciel se teinta d'un gris apocalyptique dès l'aube. Le vent hurlait comme une bête blessée, et la pluie commençait à tomber avec une violence qui annonçait le pire. Ce même jour, une grande entreprise de construction, un de mes plus gros clients, m'appela, paniqué. Une structure que nous avions conçue pour eux, un immeuble presque terminé près du Malcon, subissait des mouvements étranges à cause du vent et risquait de s'effondrer. Malgré mes réticences à laisser ma maison dans ces conditions, mon sens du devoir professionnel m'obligea à y aller. Je reviendrai le plus vite possible, dis-je à Sofia, qui me regarda avec un mélange étrange d'indifférence et d'autres choses que je ne sus déchiffrer sur le moment. Mes beaux-parents et Ricardo ne bougèrent même pas. Ils se souciaient surtout de savoir si l'électricité tiendrait pour leur feuilleton préféré. Le trajet jusqu'au chantier fut un cauchemar. Les rues commençaient à s'inonder, des branches volaient comme des projectiles. J'arrivai, j'évaluai la situation avec les ingénieurs de la boîte, nous donnâmes des instructions d'urgence pour sécuriser au maximum. Puis, dès que je pus me dégager, je repris la route du retour. À ce moment-là, Ophelia était à son apogée, conduire relevait de l'acte de foi et d'adresse. L'eau montait à vue d'œil, ma voiture toussait et geignait, mais j'avançais en esquivant les débris et les vagues qui envahissaient déjà certaines avenues côtières. Quand enfin j'arrivai dans ma rue, épuisé, trempé jusqu'aux os et le cœur serré, je vis ma maison. Les lumières étaient allumées, ce qui me donna un bref soulagement. Je me garai comme je pus, l'eau m'arrivant déjà aux chevilles. En sortant, je marchai avec difficulté vers la porte principale. Je glissai la clé dans la serrure et la tournai. Rien. La clé ne rentrait pas complètement. Je recommençai, plus fort, pensant que l'humidité avait peut-être gonflé le bois. Impossible. Je frappai la porte, d'abord doucement, puis plus fort. Sofia, c'est moi, Matteo. Je vis du mouvement à travers le verre dépoli, une ombre, puis la lumière du porche s'alluma. Et la silhouette de Sofia se découpa dans la fenêtre à côté de la porte. Son visage était éclairé, et ce que je vis glaça mon sang plus que le vent. Aucune inquiétude, aucun soulagement, seulement une sorte de nervosité coupable, un sourire tordu que je ne compris pas. Je lui fis signe, désespéré, d'ouvrir. Elle secoua lentement la tête. À ce moment-là, Ricardo apparut derrière elle, une bière à la main,
souriant d'oreille à oreille avec une expression de triomphe malsain. Derrière eux, dans la pénombre du vestibule, je distinguais les silhouettes de Donia Remedio et de Don Gennaro, observant la scène comme un spectacle. Je sortis mon portable, miraculeusement encore chargé, et appelai Sofia. Elle répondit dès la deuxième sonnerie. « Sofia, qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas entrer, ouvre-moi, je suis trempé !» criai-je pour couvrir le vacarme de la tempête. Sa voix arriva, faussement détachée, presque un chuchotement amusé. « Eh, mon amour, on a changé les serrures aujourd'hui, pour la sécurité, tu sais. »« Comment ça, vous avez changé les serrures sans rien me dire ?» L'incrédulité m'étouffait. Ricardo colla alors son visage à la vitre, son souffle la couvrant de buée, ses yeux brillants d'une cruauté jamais vue si ouvertement. Il hurla, et ses mots, malgré le vent, s'enfoncèrent dans mon cerveau comme des couteaux brûlants. « Haine, noie-toi dans ta misère, parasite inutile. C'est une réunion de famille, les sangsues comme toi n'entrent pas, clébard. » Donia Remedio laissa échapper un rire aigu qui se mêla au sifflement du vent. Don Gennaro, silencieux, leva son verre dans un toast moqueur. Et Sofia. Sofia ne dit rien pour me défendre. Pas un geste d'horreur, pas un mot de reproche à son frère. Elle resta là, avec ce sourire coupable, puis je la vis donner une petite tape complice sur l'épaule de Ricardo. Avec la batterie qui restait, la rage gelée dans mes veines surpassant le froid de la tempête. Je pointai le portable vers la fenêtre et appuyai sur « Enregistrer ». 45 secondes, peut-être une minute, suffirent pour capturer la voix de Ricardo, son insulte, leur rire, l'image de Sofia acquiesçant. Puis l'écran devint noir, batterie morte. Je restai là, sous la pluie battante, l'eau montant, sentant quelque chose se briser en 1000 morceaux en moi. Ou peut-être, enfin, se recomposer, dur et tranchant. Je fis demi-tour, rejoignis ma voiture, qui démarra à peine, et je m'éloignai. De ma maison, de la femme avec qui j'avais partagé une décennie, et de la famille qui avait tout détruit. La nuit de l'expulsion ne faisait que commencer. Conduire en plein cœur de la fureur de l'ouragan Ophélia. C'était comme naviguer sur une mer déchaînée sans boussole ni port sûr. L'eau couvrait les rues. La visibilité était presque nulle. Et le vent secouait ma voiture comme si c'était une coque de noix. Je n'avais pas de destination claire. Seulement l'impérieux besoin de m'éloigner de cette maison qui était devenue la scène de la plus cruelle des trahisons. Mon téléphone était éteint. Mes vêtements détrempés. Et un froid qui n'était pas seulement physique me transperçait jusqu'aux os. Après ce qui sembla une éternité, j'aperçus de faibles lumières au loin. C'était un café qui restait ouvert 24 heures sur 24. Un petit phare d'espoir au milieu de l'obscurité et du chaos. Par miracle, ils avaient encore de l'électricité. Probablement grâce à un générateur bruyant qu'on entendait à peine sous le vacarme de la tempête. J'entrai en grelottant. Le lieu était presque vide. Juste 2 routiers et l'employé derrière le comptoir. Une jeune femme appelée Laura, qui me regarda avec un mélange de surprise et de compassion. Je commandai un café bien serré, et m'assis à la table la plus isolée, essayant de digérer le cauchemar que je venais de vivre. Laura, avec une gentillesse qui tranchait brutalement avec la cruauté de ma propre famille, m'apporta le café et une serviette sèche trouvée à l'arrière-boutique. Je passai le reste de la nuit là, regardant la tempête frapper la ville, buvant café sur café, tandis que l'image de Sofia riant et le cri de Ricardo tournaient dans mon esprit comme un disque rayé. À l'aube, la tempête commença à faiblir. La ville n'était plus qu'un chaos d'arbres arrachés, de câbles pendants, et de rues transformées en rivières. Je demandai à Laura la permission d'utiliser le téléphone du café. Je composai le numéro de Carlos, mon meilleur ami depuis l'université, ingénieur en informatique brillant, et, surtout, d'une loyauté à toute épreuve. Il répondit aussitôt, sa voix pleine d'inquiétude. « Matteo, ça va ? J'ai essayé de t'appeler. Où diable es-tu passé ?» Je lui racontai, en vrac, une version abrégée de ce qui s'était passé. Pas de questions, pas de jugement. Juste un immédiat. « Calme-toi, frère. Dis-moi où tu es. J'arrive tout de suite. Chez moi, il y a un toit, un repas chaud, et un ami qui va t'écouter. » Une demi-heure plus tard, Carlos arriva avec son 4x4, franchissant les obstacles avec adresse. Le trajet jusqu'à son appartement, situé dans une zone plus élevée et moins touchée, se fit en silence. Une fois là-bas, il me donna des vêtements secs et prépara à manger. Je commençai à lui raconter en détail la nuit infernale, la trahison de Sofia, la cruauté de sa famille,
Carlos écoutait, son visage passant de l'incrédulité à une colère contenue. Ces salauds n'ont pas de nom. Et Sofia, comment a-t-elle pu, Matteo, comment? Quand je terminai, Carlos fut le premier à me pousser à agir. On ne peut pas en rester là, Matteo. Ce qu'ils t'ont fait est inhumain. Et pour l'argent, il faut vérifier ses comptes tout de suite. Avec un nœud à l'estomac. Mais sachant qu'il avait raison, nous allumâmes son ordinateur. J'accédai à la banque en ligne. Du compte commun que je partageais avec Sofia. Pour les dépenses du foyer. Le solde était dérisoire. Je commençai à examiner l'historique des opérations. Noir sur blanc. Des transferts systématiques. Certains petits. D'autres scandaleusement gros. Vers un compte dont le titulaire ne me disait rien. Au total, presque 350 000 pesos. Nos économies durement gagnées. Destinées à l'achat d'un terrain. Où je comptais construire mon propre cabinet. Et peut-être une maison plus grande. Tout avait disparu. Une rage froide et profonde m'aveugla un instant. Carlos, à côté, serrait les poings. Il faut savoir à qui appartient ce compte. Et tu dois parler à un avocat. Mais tout de suite. Le même après-midi. Encore sous le choc. Mais animé d'une détermination glaciale. Je contactai par téléphone le licencié Ramirez. Un avocat pénal réputé implacable. Recommandé par un ancien collègue de Carlos. Je lui exposai brièvement le cas. L'enfermement pendant l'ouragan. Le danger pour ma vie. Le détournement d'argent. L'avocat m'écouta attentivement. Et me donna des consignes précises. Obtenir un nouveau téléphone et un nouveau numéro immédiatement. Couper tout contact avec Sofia ou sa famille. Et rassembler toutes les preuves possibles. Demain, à la première heure. Je vous reçois à mon cabinet, architecte. Me dit-il d'une voix ferme. Cette affaire a plusieurs angles juridiques très sérieux. Pendant ce temps, Carlos, grâce à ses compétences informatiques, commença à tracer le compte destinataire des transferts. Il ne tarda pas à découvrir. Le compte était au nom de Ricardo. Et Donia Remedio figurait comme cotitulaire. L'intrigue était plus perverse que je ne l'avais imaginé. L'enquête ne faisait que commencer. Mais je n'étais déjà plus l'homme qu'ils avaient laissé. À la merci de l'ouragan. Les 3 jours suivants furent un tourbillon d'émotions contenues et d'actions calculées. En suivant à la lettre les conseils de l'avocat Ramirez. Première étape, Carlos et moi m'avons acheté un nouveau téléphone, avec un numéro différent. L'ancien appareil, celui qui contenait l'enregistrement de cette nuit infâme, resta éteint presque en permanence. Je le gardais comme preuve cruciale et ne l'allumais qu'un instant pour vérifier les messages. Que je transférais ensuite à l'avocat. Chaque texto, chaque appel manqué est une pièce du puzzle qu'ils construisent contre eux-mêmes. Architecte, votre silence est pour l'instant votre meilleure arme, m'avait dit le licencié. Le lendemain matin, je me présentai à son cabinet. C'était un homme d'âge moyen, au regard perçant et à la parole directe. Je lui remis une copie de l'enregistrement, les relevés de compte montrant les virements frauduleux, et un récit détaillé et chronologique de nos 3 années de cohabitation avec mes beaux-parents et Ricardo. Il écoutait, prenait des notes, et son expression se durcissait par moments. Architecte Sanchez, ce qu'ils vous ont fait n'est pas seulement moralement répréhensible. Cela constitue plusieurs délits, fraude, abus de confiance. Et vu les circonstances de l'ouragan, on peut plaider l'abandon de personnes avec mise en danger de la vie. Nous avons un dossier solide. Il expliqua la stratégie. D'abord tenter de récupérer l'argent et la possession de ma maison à l'amiable. En utilisant les preuves comme moyen de pression. Si cela échouait, nous passerions aux plaintes pénales. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis poindre un semblant de contrôle. Entre-temps, j'avertis mon patron. Je lui expliquai que je traversais une urgence familiale grave. Sans entrer dans les détails sordides, je promis de travailler à distance quand c'était possible. Heureusement, il se montra compréhensif et me donna toute la flexibilité nécessaire. Je devais garder ma source de revenus plus que jamais. Lorsque je revis plus attentivement les messages arrivés sur mon ancien téléphone. Le spectacle fut édifiant. Plus de 60 messages et appels manqués en 3 jours. Un véritable déluge numérique révélant leur hypocrisie et leur panique croissante. Premier jour après la tempête, arrogance et tentative de me culpabiliser. Sofia, Matteo, arrête ton drame, tu crois pas? Mes parents sont très fâchés de ton attitude. Reviens et parlons comme des adultes. Ricardo, alors, les larmes sèches, beau-frère? Viens et demande pardon, peut-être qu'on te laissera revenir. Donia Remedio,
J'espère que cette leçon te servira. À la famille on doit du respect, tu l'as beaucoup manqué. Deuxième jour, l'arrogance céda la place à une fausse inquiétude. Sophia, mon amour, où es-tu? On est très inquiet. Au moins dis si tu vas bien, s'il te plaît. Don Gennaro, fils, je comprends que tu sois fâché, mais ce silence ne résout rien. Reviens pour qu'on discute comme des gens civilisés. Troisième jour, la panique transpirait dans chaque mot. Sophia, toutes les 30 minutes. Matteo, je t'en supplie, ce n'est plus drôle, réponds. J'ai appelé ta sœur, elle ne sait rien. Je suis désespéré. Même le cousin Ravière, clairement poussé par eux, m'écrivit. Et, Matteo, tes beaux-parents sont affolés, donne leur signe de vie. Chaque message était une pelle creusant leur propre tombe légale et morale. Et moi, conseillé par le licencié Ramirez, j'étais prêt à leur remettre les plus grandes pelles. Au milieu de la tempête émotionnelle et des plans stratégiques avec le licencié Ramirez, un souvenir flou mais tenace prit forme dans mon esprit. Il s'agissait d'Elena, une tante de Sophia, sœur de Donia Remedio. Je ne l'avais vue que 2 ou 3 fois lors de réunions familiales lointaines. Elle m'avait toujours paru différente du reste de cette famille. Regard vif, paroles directes, mais avec une certaine tristesse dans les yeux. La famille de Sophia ne la mentionnait presque jamais, et quand elle le faisait, c'était à voix basse, d'un ton méprisant, la tante Elena la rancunière, la bizarre. Cette mise à l'écart me parut soudain très suspecte. Porté par une intuition, je décidai de la contacter. Peut-être pourrait-elle m'offrir un autre angle, une pièce manquante du puzzle. J'en parlais à Carlos, il répondit « Tu ne risques rien à essayer, Matteo. Parfois, l'ennemi de ton ennemi devient un allié, ou au moins une source d'infos. » Grâce à ses talents informatiques, Carlos retrouva tante Elena sur les réseaux. Un profil discret avec peu de publications, confirmant qu'elle vivait à Publa. Nous dénichâmes un numéro de téléphone lié à une petite boutique d'artisanat qu'elle semblait gérer. Je respirai profondément et composé. La voix qui répondit était ferme, aimable mais prudente. « Allô, artisanat El Colibri, bonjour. » Je me présentai. « Tante Elena, bonjour, c'est Matteo Sanchez, le mari de Sophia. » Un silence chargé suivit, puis, surprise mêlée de méfiance. « Matteo, oui, je me souviens. Quelle surprise. Je suppose que tu n'appelles pas juste pour dire bonjour. Ma sœur et sa charmante famille ont encore fait des leurs, n'est-ce pas ?» Sa clairvoyance me frappa. Je lui demandai si elle avait le temps d'écouter une histoire compliquée. Elle accepta aussitôt. Pendant près de 2 heures, je lui racontai tout, l'arrivée de mes beaux-parents, la nuit de l'ouragan, l'expulsion, le détournement d'argent. Tante Elena écoutait en silence, ponctué parfois d'un « oh », indigné ou d'un « ces gens ne changeront jamais ». Quand je terminai, sa voix était lourde de colère froide et de tristesse. « Matteo, ce que tu racontes est terrible, mais je ne suis pas étonné. Ils t'ont fait une version améliorée de ce qu'ils m'ont fait il y a 20 ans. » Alors, elle me raconta sa propre histoire. Comment Donia Remedio et Don Gennaro, avec l'aide d'un jeune Ricardo déjà plein de ruses, l'avaient dépouillé d'une grande partie de son héritage parental. Usant de mensonges et de menaces voilées. Quand elle avait voulu se défendre, il l'avait isolée, traitée d'ingrate conflictuelle, et l'avait rayée de la famille. Ils sont comme ça, Matteo, dit-elle amèrement, des sangsues émotionnelles et financières. Ils se collent à quelqu'un de bon cœur, de travailleur, et le vident jusqu'à la dernière goutte. Ou jusqu'à ce que la victime se rebelle. Toi, tu t'es rebellé. Pour eux, c'est impardonnable. Ces paroles, bien que dures, furent un étrange réconfort. Je n'étais pas fou. Leur méchanceté était un schéma, leur mode de vie. Tante Elena devint, dès cet appel, une alliée précieuse. Soutien inconditionnel et surtout connaissance intime des faiblesses de sa sœur et de sa famille. À Remedio, ce qui la blesse le plus, c'est le qu'en dira-t-on, l'humiliation publique, m'expliqua-t-elle. À Gennaro, qu'on dévoile ses vices et son incompétence. Et à Ricardo, qu'on lui coupe la fête et qu'ils doivent enfin travailler. Elle suggéra aussi que les dettes de jeu de Don Gennaro étaient sûrement bien pires que je ne l'imaginais et que Ricardo était sans doute mêlé à une arnaque qui avait mal tourné. D'où leur urgence à trouver de l'argent frais. C'est tante Elena qui me souffla comment préparer la réunion au café. N'y va pas seulement pour récupérer ton argent, Matteo. Vas-y pour les désarmer psychologiquement. Ils s'attendent à te voir abattu ou furieux. Surprends-les avec ton calme, des preuves irréfutables et la certitude que tu es prêt à aller jusqu'au bout. Elle commença aussi, discrètement, à semer le doute chez d'autres membres de la famille. Ceux qui, eux aussi, avaient subi à petite dose les abus de Remedio et Gennaro mais n'avaient jamais osé parler. Elle préparait le terrain pour une confrontation plus vaste si besoin. Pendant ce temps, la voisine Carmen, sans le savoir, ajoutait son grain de sel. Dans un coup de fil à une autre voisine, elle raconta avoir vu des hommes louches rôder, chez les Sanchez, quelques semaines plus tôt.
réclamant de l'argent à Don Gennaro. Carlos, soucieux de me protéger, avait mis en place, disons, un petit système pour surveiller ces conversations de quartier. La confirmation tomba, ils avaient de gros ennuis. Fort de l'info d'Elena, de mes preuves et du soutien légal du licencié Ramirez, je me sentis prêt pour l'étape suivante. J'envoyai un SMS à Sofia, bref et direct. Sofia, il faut parler de la maison et de l'argent. Demain, 12 heures, au café La Parrocchia du Malcon. Viens seul. C'est important. Sa réponse arriva presque aussitôt. J'y serai, Matteo. Moi aussi, je dois te parler. Je savais qu'elle ne viendrait pas seule. J'étais préparé. Le café La Parrocchia, classique de Veracruz, était animé à midi malgré les dégâts récents de l'ouragan. L'odeur de café frais et de PN Dulce flottait dans l'air, contraste ironique avec mon amertume. J'arrivais pile à l'heure, calme, une sérénité qui m'avait coûté des heures de préparation mentale. Carlos, mon fidèle complice, était déjà là, assis à une table discrète dans un coin. Casque sur les oreilles, feignant de travailler sur son ordinateur. Sa vraie mission était d'enregistrer discrètement l'audio et d'intervenir si la situation dégénérait. Le licencié Ramirez, informé de la rencontre, restait disponible par téléphone pour toute urgence. Je vis Sofia entrer, et, comme Elena et moi l'avions prévu, elle n'était pas seule. Derrière elle, comme un cortège funèbre, marchaient Donia Remedio, Don Gennaro et bien sûr, Ricardo. Leurs visages mêlaient victimisation jouée et tension mal cachée. Sofia me repéra et s'avança, suivie de sa clique. Matteo, commença-t-elle d'une voix tremblante en s'asseyant sans invitation. Donia Remedio se racla déjà la gorge, prête à prendre la parole. Non, Donia Remedio, la coupai-je d'un ton calme mais ferme, une voix que je reconnus à peine. J'ai convoqué Sofia seule. Mais, Matteo, nous sommes une famille, intervint Sofia. Ils sont très inquiets pour nous, pour cette situation. Inquiets, répétai-je, laissant l'incrédulité teinter ma voix. Alors allons droit au but. Je la fixai. Parlons des 350 000 pesos qui ont disparu de notre compte commun. L'effet fut immédiat. Sofia devint livide. Ricardo baissa brutalement les yeux, captivé soudain par le sucrier. Don Gennaro se mit à transpirer. Donia Remedio fronça les sourcils, se préparant à attaquer. « Je ne sais pas de quoi tu parles » s'exclama Sofia, ses yeux cherchant l'aide de sa mère. « Oh, je crois que si » répliquai-je. Je sortis alors de mon porte-documents une chemise. Des copies des relevés bancaires où les virements vers le compte de Ricardo et celui de Donia Remedio étaient surlignés. Somme modeste au début, puis de plus en plus grosse. On repasse les dates et les montants. Donia Remedio bondit. C'est une affaire privée entre mari et femme. Il y a sûrement une explication logique. Ma fille ne ferait jamais ça. Vraiment? Demandai-je, toujours calme. Alors peut-être pourrez-vous expliquer pourquoi l'argent a fini sur un compte à votre nom, ou peut-être que Ricardo nous éclairera sur ses besoins financiers urgents. Je me tournai vers mon beau-frère, qui se ratatina dans sa chaise. Je suis aussi au courant de certaines dettes de jeu, dont Gennaro, et de créanciers impatients vus par la voisine Carmen. La mention des créanciers fit mouche, dont Gennaro balbutia. Ricardo, avec un culot surréaliste, tenta de contre-attaquer. Tu as toujours été égoïste, Matteo, obsédé par l'argent alors que la famille devrait rester unie. Je faillis rire, unie pour me voler, tu veux dire. Je sortis mon nouveau téléphone et posai l'ancien, celui avec la vidéo, sur la table. Mais l'argent, bien qu'essentiel, n'est pas tout. Il y a aussi votre acte de m'avoir laissé dehors, en plein ouragan, dis-je en regardant Sofia. Je lançai alors un extrait de l'enregistrement, les insultes de Ricardo, les rires, l'acquiescement de Sofia. Les clients voisins se tournèrent, intrigués. Eux, horrifiés. J'ai la vidéo complète, évidemment, ajoutai-je d'une voix basse mais pénétrante. Et une copie est déjà chez mon avocat. Je posai mes conditions, claires. Remboursement intégral des 350 000 pesos sur mon compte personnel sous 24 heures. Départ de ma maison dans un délai maximum de 3 jours. Si Sofia espérait éviter un divorce immédiat, elle devait entamer une thérapie individuelle et de couple tout de suite. Même si, honnêtement, je voyais cette porte presque fermée. Donia Remedio ricana. Nous ne partirons pas, cette maison est autant à Sofia qu'à toi. Faux, répondis-je calmement. La maison est à mon nom, achetée bien avant votre visite prolongée. Si l'argent n'est pas sur mon compte demain, et si vous n'êtes pas parti dans 3 jours, le licencié Ramirez portera plainte pour fraude, vol et abandon de personnes en danger. Et croyez-moi, le procureur adorera cette vidéo. Un silence épais tomba. Les sourires avaient disparu, ne restait que la peur dans leurs yeux. Je me levai,
J'attends la confirmation du virement demain avant midi. Et les clés de ma maison dans 3 jours. Sinon, assumez les conséquences. Je tournai les talons, sentant le regard approbateur de Carlos. Le premier coup de grâce était asséné. Le lendemain matin, vers 10 heures, mon téléphone vibra. C'était une notification de la banque. Un virement de 350 000 pesos venait d'arriver sur mon compte personnel. L'origine était une compte au nom de Donia Remedio. Je souris avec amertume. La peur est un excellent moteur. Peu après, je reçus un message de Sofia. L'argent a été transféré. Nous serons hors de la maison vendredi après-midi. Nous pourrons parler toi et moi seul après, s'il te plaît, Matteo. Je répondis brièvement que j'accepterais de lui parler une fois la maison libérée et son état vérifié. Nous convenions de nous voir dans un parc public le samedi matin, terrain neutre. Le vendredi après-midi, comme promis ou plutôt, comme ils y étaient forcés, ils partirent. J'allais chez moi accompagné par Carlos. À ma surprise et à mon plaisir, tante Elena avait fait le voyage depuis Puebla pour être présente. Je n'allais pas te laisser seul dans tout ça, neveu par alliance, dit-elle avec un sourire chaleureux. L'avocat Ramirez, absent physiquement, avait envoyé un stagiaire de son cabinet pour agir en observateur neutre et dresser un constat de l'état de la propriété. Ce que nous trouvâmes en entrant fut désolant, mais pas une destruction violente, plutôt une malveillance mesquine. La maison était vide de ses habitants mais pleine de leurs enséhures. Les meubles avaient été déplacés et placés dans des angles absurdes. Le réfrigérateur, que j'avais laissé plein avant l'ouragan, était débranché et ouvert. Toute la nourriture pourrissait, une odeur nauséabonde imprégnait la cuisine. Mon fauteuil inclinable préféré, celui que Donia Remedio critiquait toujours, avait une longue entaille nette, clairement faite au couteau. Ils avaient changé toutes les ampoules à lumière chaude que j'aimais pour des lumières blanches froides, de celles qui rappellent un hôpital. Sur la table de la cuisine, comme ultime moquerie, il y avait une feuille de papier. C'était une facture manuscrite de Sofia, détaillant de prétendues dépenses communes et apports au foyer des 3 dernières années, totalisant, par hasard, exactement 350 000 pesos. En bas, une note. Avec ça, Matteo, nous sommes quittes. Je ne pus m'empêcher de rire, un rire sec sans joie. Tante Elena secoua la tête, murmurant sur la bassesse sans limite. Carlos prit des photos de tout pendant que le stagiaire notait chaque détail. Petite vengeance de petites gens, conclut tante Elena. Nous passâmes le reste de l'après-midi et une partie du samedi à nettoyer, jeter la nourriture avariée et tenter de rendre à la maison un minimum de dignité. Le samedi matin, je retrouvai Sofia dans le parc convenu. Elle paraissait amaigrie, les yeux gonflés en permanence. Dès que je m'assis sur le banc, à distance respectueuse, elle se mit à pleurer. Cette fois, ses larmes ne m'émurent pas du tout. C'était incroyable comme ma perception avait changé. Auparavant, l'avoir pleuré me poussait aussitôt à m'excuser et à céder. Maintenant, je ne ressentais qu'un vide glacé. J'attendis qu'elle se calme un peu. Matteo, je suis tellement désolé, balbutia-t-elle entre sanglots. Je n'ai jamais voulu que ça en arrive là. Mais c'est arrivé, Sofia, et pas par accident, répondis-je d'une voix neutre. Alors elle parla, et sa vérité déferla. Elle avoua que sa famille la manipulait depuis des années, surtout sa mère et Ricardo. Les dettes de jeu de son père étaient un gouffre sans fond, et Ricardo, avec ses échecs, empirait tout. L'argent volé, dit-elle, servait à couvrir une dette particulièrement pressante de Don Gennaro envers des gens dangereux et à financer la dernière lubie de Ricardo, qui avait encore échoué. La nuit de l'ouragan, continua-t-elle, Ricardo l'avait convaincu que j'avais besoin d'une leçon. J'étais devenu trop indépendant, je ne respectais pas la hiérarchie familiale. Changer les serrures devait être temporaire, juste pour m'effrayer et me faire apprécier le soutien familial. Mais Ricardo s'était enivré, enhardi, et ses parents l'avaient soutenu. Elle avait eu peur de les contredire. Je la fixais. Et rire pendant que ton frère me hurlait de me noyer? Lui donner des tapes d'encouragement, c'était aussi une leçon? Elle baissa la tête, honteuse. J'étais nerveuse, je ne savais pas quoi faire. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse. Je posais la question qui me brûlait. Est-ce que quelque chose dans notre mariage était vrai pour toi, ou j'étais seulement une solution pratique? Sa réponse fut la blessure finale. Je t'ai aimé, Matteo, à ma façon, mais oui, quand je t'ai choisi, j'ai aussi vu en toi quelqu'un de stable, bon, facile à influencer. Je savais que si je pleurais assez, tu ne me dirais jamais non. Cette phrase résonna plus fort que tous les insultes de Ricardo. Je veux divorcer, Sofia, dis-je, sans hésitation. Elle n'eut pas l'air surprise, seulement résignée, les larmes coulant. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour te faire changer d'avis? Non, répondis-je avec certitude. Certaines blessures sont trop profondes pour guérir.
Quelques semaines après notre conversation, tante Elena m'appela avec une proposition audacieuse. S'approchait le 70e anniversaire du grand-père de Sofia, patriarche respecté. Toute la famille élargie serait présente. C'est le moment parfait, Matteo, dit-elle. Remedio et Gennaro vont fanfaronner comme si rien ne s'était passé. Riccardo cherchera une nouvelle victime financière. Il est temps que toute la famille sache. Elle avait déjà parlé à certains cousins et oncles. Beaucoup étaient fatigués des abus mais n'osaient parler. Si tu fais le premier pas et que je te soutiens, ça peut déclencher une avalanche. Je trouvais l'idée risquée, mais attirante, non par vengeance seule, mais par désir de justice et pour empêcher qu'il nuise à d'autres. L'avocat Ramirez valida. Ce n'était pas illégal et n'interférait pas avec la procédure de divorce. J'acceptais. Le jour de la fête, dans une hacienda louée, j'arrivai avec tante Elena. Notre entrée fit sensation, conversation stoppée, regard fixé. Donia Remedio pâlit, dont Gennaro manqua laisser tomber son assiette, Riccardo resta bouche ouverte. Sofia, assise près de ses grands-parents, avait un mélange de terreur et de résignation. Le grand-père, homme digne, se leva. Matteo, Elena, quelle surprise! Merci de l'invitation, oncle, répondit Elena, même si nous n'étions pas officiellement invités. Quand tout le monde fut assis, tante Elena demanda la parole. Silence. Famille chérie, dit-elle d'une voix claire. Aujourd'hui nous fêtons papa, un homme de bien, et par respect pour lui, certaines vérités doivent éclater. Elle résuma que j'avais été victime de faits peu honorables de la part de certains membres. Puis elle me céda la parole. Avec la voix la plus posée possible, j'exposai l'invasion de mon foyer, la nuit de l'ouragan, le vol de mes économies, la manipulation. Je ne criais pas, je n'employais pas d'insultes, je décrivis les faits, un à un. Ensuite, je sortis mon téléphone, le pointai vers la table de Remedio, Gennaro et Riccardo et lançai la vidéo. Le cri de Riccardo, « Haine-moi-toi, parasite !» résonna dans la salle. Silence de tombe. Tante Elena reprit. Ce que Matteo a vécu, je le connais, c'est un schéma. Et elle raconta son propre dépouillement il y a 20 ans. Alors, le cousin Ravière se leva, indigné. Moi aussi, dont Gennaro m'a emprunté pour une fausse urgence médicale et n'a jamais rendu l'argent. Et, Riccardo, tu voulais m'entraîner dans ton arnaque crypto. C'était une digue qui cédait. Un oncle parla des critiques humiliantes de Remedio. Une cousine raconta un prêt jamais remboursé par Riccardo. Les masques tombèrent. Donia Remedio tenta de crier « Mensonge !» Personne ne l'a cru. Dont Gennaro restait blême. Riccardo voulut fuir, mais sa petite amie le cloua sur place. « Reste assis, escroc !» Puis elle le gifla et s'en alla. Sofia, jusque-là silencieuse, se leva, tremblante. « J'en ai assez de vos mensonges et de votre égoïsme. À cause de vous, j'ai tout perdu, mariage, dignité, respect. » Elle jeta les clés de la maison, toujours au nom des grands-parents, à ses parents. « Je ne veux plus vous voir tant que vous n'aurez pas cherché de l'aide et assumé vos actes. » Le scandale était total. Les grands-parents, bouleversés, nous remercièrent du regard pour avoir osé révéler la vérité. Tante Elena et moi quittâmes la fête la tête haute, accompagnés par l'ex de Riccardo. La justice met parfois du temps, mais, quand elle arrive, elle peut être impitoyable. Les semaines qui suivirent cette tumultueuse fête familiale furent d'un calme étrange, comme celui qui succède aux grands ouragans. Les papiers du divorce avancèrent avec une rapidité étonnante. Sofia n'émit aucune objection. Elle signa tout ce que le licencié Ramirez lui présenta, acceptant la séparation des biens et la dissolution du mariage sans demander davantage. Elle paraissait résignée, ou peut-être, pour la première fois, consciente de l'ampleur du mal et de sa propre responsabilité. La vie mondaine de Donia Remedio et dont Gennaro se réduisit à néant. Une grande partie de la famille les mit presque totalement à l'écart. La rumeur, propagée en partie par la voisine Carmen, qui ne manqua aucun détail du plus grand commérage de l'année, révéla que leurs ennuis financiers étaient graves. On disait qu'ils allaient même perdre la petite maison encore à leur nom, car les grands-parents, honteux, leur avaient retiré une bonne part de leur soutien. Quelques mois plus tard, j'appris que don Gennaro avait eu un problème cardiaque pas mortel, mais suffisant pour le laisser alité et dépendant. Triste ironie pour quelqu'un qui avait tant abusé de la dépendance d'autrui. Riccardo, grand artisan de mes malheurs, disparut de Veracruz. Son ex-petite amie, la jeune femme de la fête, non seulement le quitta, mais le dénonça pour de petites fraudes qu'il avait tenté de commettre contre elle et quelques connaissances. Il traînait, semble-t-il, un long passé d'escroquerie mineure qui, accumulé, commençait à peser. On dit qu'il s'était enfui dans une autre ville, laissant derrière lui un sillage de dettes et de promesses rompues. Sa chute pitoyable fut, je l'avoue, une source de sombre satisfaction pour beaucoup moins inclus.
De mon côté, j'entamais un lent, mais ferme, processus de reconstruction. Ma maison, mon espace vital, redevint pleinement à moi. J'engageais des peintres, changeais quelques meubles, et me débarrassais de tout ce qui rappelait la présence de mes ex-beaux-parents et de Ricardo. Un jour, en passant devant un refuge pour animaux, je vis un chien croisé, regard triste mais intelligent. Il me toucha. Je l'adoptai et l'appelai Valiante, pas seulement pour lui, mais aussi comme rappel pour moi-même. Valiante devint mon compagnon inséparable, remplissant la maison d'aboiements maladroits et d'une loyauté inconditionnelle qui m'avait tant manqué. Mon cabinet d'architecture, négligé durant la crise, reprit vie. Je me concentrai sur de nouveaux projets avec une énergie renouvelée. Curieusement, l'un de mes contrats les plus importants, resté en suspens à cause du chaos familial, se conclut dans d'excellentes conditions. Le monde semblait, d'une certaine façon, me dédommager. Je renouai avec de vieux amis, ceux que l'influence toxique de la famille de Sofia avait peu à peu éloignés. Carlos, bien sûr, resta mon pilier, mon frère de cœur. Tante Elena, depuis Publa, devint une confidente et une véritable figure familiale. Je pouvais lui parler franchement et recevoir de sages conseils. J'appris même à cuisiner pour une personne. Mes premiers essais furent catastrophiques, et Valiante me regardait souvent comme pour dire « Sérieusement, on va manger ça ?» Quelques mois après le divorce, Sofia me contacta. Nous prîmes un café dans un petit lieu discret, loin de la parochia. Elle semblait différente, plus mince, peut-être, mais avec une sérénité nouvelle dans le regard. Elle m'expliqua qu'elle suivait une thérapie régulière, avait trouvé un modeste emploi de réceptionniste et louait un petit appartement. Elle s'excusa à nouveau, cette fois sans trace de manipulation. Pas de justification, juste la reconnaissance de sa lâcheté, de sa complicité et du profond mal qu'elle m'avait causé. Je sais qu'un pardon ne répare rien, Matteo, mais je devais te le dire et te montrer que j'essaie de devenir meilleur. Je l'écoutais calmement, j'acceptais son excuse, elle me parut sincère, car moi aussi j'avais besoin de clore ce chapitre. Mais je réitérai, avec courtoisie et fermeté, que notre histoire de couple était définitivement terminée. Je lui souhaitais sincèrement de trouver sa propre voie et sa paix intérieure. Près d'un an s'est écoulé depuis cette nuit infernale de l'ouragan Ophélia. Ma vie est complètement différente. Elle n'est pas parfaite. Parfois la solitude pèse, parfois les souvenirs font mal. Mais c'est une vie à moi, authentique, bâtie selon mes propres termes. J'ai appris à poser des limites, à me valoriser et à me méfier des apparences. Je continue à travailler dans mon cabinet, Valiante ronfle à mes pieds. Récemment, mon patron m'a proposé de diriger un projet de collaboration internationale en Espagne. Un nouvel horizon qui m'enthousiasme. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais, pour la première fois depuis longtemps, je le contemple avec espoir. Et avec la certitude que, même si les cicatrices demeurent, je suis plus fort que je ne l'aurais jamais cru. J'ai survécu à la pire des tempêtes, et maintenant je suis prêt à profiter du calme et à construire, brique après brique, mon propre lever de soleil.